C'est toujours un plaisir quand on échange avec le citoyen. Finalement, c'est l'exercice toujours le plus difficile. Parce que quand on est entre nous, entre cercles d'experts, évidemment, on parle le même mot, le même langage. Ce qui ne veut pas dire qu'on partage le même objectif. On se comprend. Et souvent, le citoyen pose des questions et c'est toujours très intéressant. Ça, c'est la première chose. Alors, un mot juste très rapidement sur Énergie 2050. Donc, on est une association qui, contrairement à ce nom, ne travaille pas que sur l'énergie. On travaille sur le développement. Alors, le développement, pourquoi? Tout bêtement parce qu'on a une vision systémique du développement. On refuse le sectoriel. On pense même inverser des mots comme penser global, agir localement. Pour nous, on pense plutôt l'inverse, faire un projet global, systémique, durable, soutenable localement, permet d'introduire le global et de se l'approprier. On n'arrive pas à prendre un concept en charge dès lors qu'on n'est pas concerné. Donc on travaille sur le climat, bien sûr. Le climat, pourquoi? Parce que, ça a été rappelé, il y a un agenda international, il y a une zone de contrainte très particulière, des trajectoires de développement, d'émissions de gaz à effet de serre, qui nous amènent sur des scénarios extrêmement dangereux en termes de réchauffement climatique, avec des scénarios, entre guillemets, selon la Banque mondiale, le rapport du GIEC, potentiellement catastrophique, cataclysmique et irréversible. Deuxièmement, il y a aussi un agenda du développement, ça a été dit, bien sûr, il y a les ODD qui sont sur la table, c'est le processus des suites des 20 ans du sommet de la Terre. Tout ça pour dire qu'il y a un agenda international, mais que néanmoins, sur le terrain, on s'aperçoit qu'au-delà de l'avancement qu'on peut tous imaginer, finalement, tous les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs sur le climat sont au rouge. La pauvreté, même si effectivement il y a des avancées, très clairement, la pauvreté continue à augmenter, la fragmentation de l'équilibre social, l'épuisement des ressources. Donc il y a de très belles initiatives. On est même membre de plusieurs initiatives des Nations Unies, ce qu'on appelle le programme cadre décennal, production et consommation durable. On travaille évidemment sur l'agenda climat, sur l'agenda du développement et sur des solutions très techniques. Et tout ça pour dire que dès lors qu'on aborde le développement, pour nous, on doit se reposer 3 questions de base. Et du coup, c'est l'objectif du débat d'aujourd'hui, c'est pourquoi ce développement? Si on ne répond pas à la question, très clairement, on aura la mauvaise réponse. Et on est là depuis à peu près 40 ans, même s'il y a eu des choses formidables qui existent, mais néanmoins, qui restent insuffisantes. Deuxième question qu'on doit se poser, si on a répondu tous, entre guillemets, on a envie de ce développement, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a tous conscience de ce que cela veut dire en termes de trajectoire, en termes de changement, en termes de vision nord-sud, sud-sud, sud-nord, et aussi en termes d'équilibre de partage des ressources. Alors, je n'ai pas une vision tout à fait égalitaire, ça ne veut pas dire qu'on aura un monde absolument parfait, mais à minimum, on doit répondre à ces questions. Et la troisième question qu'on doit se poser, si une fois toujours on a envie ensemble d'avancer, c'est est-ce qu'on y va? Et là, dès lors qu'on y va, on doit regarder qu'est-ce qui marche. Et là, le développement, et je vais faire un petit clin d'œil à nos amis de l'Europe, parce qu'évidemment, vous avez compris, si on est ici aujourd'hui, c'est qu'on travaille beaucoup aussi avec l'Europe, la Commission européenne, sur des programmes. Alors aujourd'hui, Horizon 2020, mais avant, c'était les programmes BEDA sur la Méditerranée, les programmes EPCO. Enfin bref, ça fait 30 ans que, à titre personnel, je travaille sur toutes ces coopérations, les dynamiques ACP, les programmes de coaching ou autres. Donc toutes ces dynamiques-là, bien sûr, pourquoi? Évidemment, on doit se poser la question de dire, dès lors qu'il y a une pépite, alors nous on appelle ça des petits trésors qui existent, on doit essayer de comprendre comment ça marche. Alors ça ne veut pas dire comment ça marche quand il y a beaucoup d'argent public, parce qu'évidemment il en faut, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est l'effet d'amorçage, et l'Europe là-dessus est juste formidable, il en faut, et il en faudra toujours, il en faudra encore plus, parce que ce qu'ils vous ont pas dit nos amis d'Europe, c'est qu'il y a aussi d'autres financements, le Fonds vert pour le climat, le Fonds de l'adaptation, il y a énormément de bilatérales qui doivent se réorganiser, donc on est loin de la somme qui a été annoncée, il y a des besoins colossaux, mais ces besoins-là doivent avoir un sens. Alors pour nous, dès lors qu'on parle d'un projet, ça veut dire, est-ce qu'on est capable de le mesurer? Est-ce qu'on est capable de comprendre pourquoi il a marché? Et est-ce qu'on est capable de le démultiplier, de le reproduire dans des endroits où il y aura peut-être moins d'argent public ou peut-être moins un contexte favorable? Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de se dire, ça a marché là, ça va marcher partout, non. Il faut trouver pourquoi ça a marché là et pourquoi ça peut marcher ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est enfin mutualiser. Ça veut dire quoi mutualiser? Si ça a marché, il faut aussi comprendre l'alchimie humaine qui a fait que derrière, des citoyens, des entreprises, des acteurs locaux, qui soient des gouvernements locaux et ou des gouvernements nationaux, se sont appropriés l'histoire. Alors là, aujourd'hui, il y a un bel exercice, je pense que Madame Rivasi en parlera peut-être, il y a les communications prédéterminées des pays, par exemple. Les pays, alors nous on est 3 pays actuellement, le Togo, le Niger, le Sénégal, à faire ce qu'on appelle les communications prédéterminées au niveau national. C'est une contribution pour l'agenda climat qui va tout remettre un peu dans l'ordre,
toutes les trajectoires de développement. Et bien là, on n'a pas le droit non plus de se tromper. Et quand on écrit quelque chose, et ben on doit se dire, est-ce que ça va pouvoir marcher? Est-ce que ça va s'adosser à une vraie appropriation, mais pas que là-haut, de tous les bailleurs, de tous les acteurs, de la société civile, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de se dire, et là on revient à la vision d'énergie 50, c'est comment faire pour que vous, nous, dès lors qu'on est citoyen, parce qu'on est tous dans nos métiers experts, ça veut strictement rien dire un expert, et quand il rentre à la maison, normalement à quelque chose près, on est tous plus ou moins parents, amis ou machin ou autre, et à un moment donné on a des ptios, et les ptios, ça veut dire quoi? Comment on peut se réapproprier dans le ventre cette envie du développement, qui devienne durable. Et ça c'est le plus dur. On doit éviter le one shot, ça veut dire quoi? Finalement je fais un acte, je suis content, j'ai trié aujourd'hui mes déchets, mais est-ce que c'est ça qu'on nous demande? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que finalement le questionnement derrière n'est pas plus important, et d'essayer de regarder l'intégralité de la chaîne de valeur et peut-être même le regard à l'autre, qui est toujours très important. On ne peut pas faire de développement si on n'a pas une envie de l'autre, si on n'a pas une envie de cette petite bout de planète qu'on partage. Voilà, ça c'est notre vision. Pour faire un clin d'œil à l'Europe, très clairement, ça a été un leader. Aujourd'hui, il est un peu attaqué paradoxalement. C'est toujours un peu désagréable. Dans les instances internationales sur les questions climat, on nous tape dessus. Je dis nous, parce que je partage les négociations climat depuis un certain nombre de décennies. Et c'est juste insupportable parce qu'effectivement, le monde est complexe. L'Europe est complexe. Ça a été dit tout à l'heure, vous aviez raison. Il y a quand même beaucoup de courants qui sont assez suspects. Assez suspects parce que très clairement, il y a aussi quand même une dynamique qu'on doit garder. Et pourquoi aujourd'hui, finalement, l'Europe se fait taper dessus? Parce que d'autres bougent. Mais on ne parle pas toujours de la même chose. Alors de quoi parle-t-on? L'Europe, l'air de rien, a été un précurseur sur les questions climat. L'Europe a été un précurseur sur les questions environnementales, principes de précaution ou autres. Et très clairement, sur la coopération, l'Europe aussi a été un précurseur. Ça ne veut pas dire qu'on fait une espèce d'allégeance à l'Europe. Il y a plein de défauts, il y a plein de fragilités. On y travaille dès lors qu'on peut, nous aussi, à essayer de l'améliorer. Modestement, dans tous les cas, on y contribue. Mais tout ça pour dire que cette dynamique, cette envie du ailleurs, elle n'est pas simplement pour l'autre, elle est aussi pour notre propre sécurité, notre propre, j'ai envie de dire, équilibre en termes de gestion des ressources, en termes d'accès aussi à cette grande espèce de diplomatie citoyenne mondiale. Et ça, tout ça, ça doit se construire à plusieurs. Voilà, c'est pour ça qu'on a répondu présent aujourd'hui, dès lors que la région et puis la délégation de la commission ici nous ont dit est-ce que vous voulez parler? Bien sûr, parce qu'évidemment, c'est des instants particuliers, même si on n'est pas nombreux. Pour moi, c'est des petites assemblées. Demain, j'espère qu'il y aura 10 000 citoyens dans une prochaine conférence, comme quand on parle dans les conférences climat, parce que ce serait quand même bien que sur des sujets comme là, il y a un petit peu plus de monde quand même, vous voyez. Donc, je vais carrément à l'inverse. Je trouve qu'il faut qu'on soit encore plus nombreux. C'est pas assez. Voilà, c'est vraiment pas assez. Et surtout pour une ville comme la région comme PACA ou ici comme Marseille, on devrait être quasiment là sur le grand port et puis avec plein de gens dehors et une grande tribune pour parler du développement, parce que c'est quand même un agenda sérieux qui va bien au-delà de nos petites vies, mais qui va au-delà tout bêtement d'une envie de vivre ensemble. Le débat d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le développement. Ouais. Et la question qu'il y a derrière le développement, c'est qu'aucune institution, quelle qu'elle soit, n'a la capacité, qu'il s'agisse d'une structure fédéraliste, qu'il s'agisse d'une structure des Nations Unies, qu'il s'agisse du bilatéral ou autre, de répondre aux problématiques globales. Et ça, on a tendance quand même à l'oublier. Souvent, on arrive dans du bilatéral, comme on l'a vu là tout de suite, où les gens finissent par attendre d'une structure l'ensemble des réponses. Le monde est devenu schizophrène, et ça, je crois qu'on le sait tous, mais surtout avec des intérêts contradictoires. Ce qui veut dire que dès lors qu'on va mettre en place quelque chose, inévitablement, il y a une levée de bouclier de quasiment l'ensemble du monde. Donc, il y a deux choses qu'on va se poser comme question dès lors qu'on parle de développement. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Aujourd'hui, on a beaucoup à perdre. Je crois que dans la plupart des questions qui ont été posées, très peu ont vu ce qu'on a à gagner. Croyez-vous vraiment que l'essentiel des ressources sont chez nous? Si vous me dites oui, je vous assure, regardez juste un mapping des ressources naturelles sur Terre, et je crois que vous avez un gros souci. Donc effectivement, on peut continuer une forme de prédation de ressources, et vous pensez vraiment qu'ils sont suffisamment stupides pour continuer à nous les laisser au prix où on les a mis pendant des décennies. Celui qui me répond oui, là aussi, regardez un petit peu ce qui se passe. Effectivement, il y a des taux de croissance africains qui sont juste énormes, d'accord? Parce que quelque part, il y a un capital de ressources qui est juste énorme. Alors effectivement, pendant quelques temps encore, on peut avoir une relation très verticale, descendante, en imaginant que. Donc l'Europe a compris depuis bien longtemps, dans les accords de Cotonou ou autres, qu'il y avait une dépendance, qu'il y avait une organisation de la coopération pour faire que les deux étaient gagnants. Par exemple, sur la question de l'énergie, c'est très simple. L'Europe est en hyper-dépendance. D'où elle a été un champion des énergies, de la transition énergétique depuis des années, parce qu'on souffre d'un manque de ressources naturelles en termes d'énergie fossile ou autre. Première chose. Donc ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Le développement n'est pas bilatéral. Deuxièmement, il ne faut pas là aussi oublier que ça ne pourra pas se passer sans effort. La plupart des questions qui sont posées, c'est toujours « et l'autre ». Mais très clairement, l'autre, il vient chez nous,
il va nous imposer des règles qui vont parfois être inconfortables. Donc ce développement doit être une opportunité aussi pour l'inviter à changer ses modes de coopération avec nous. Et ça, je crois que très souvent dans le débat des politiques, on l'oublie. On oublie qu'on n'est pas du tout dans un schéma descendant, on est dans un schéma de partenariat. Et si ce n'est pas nous qui faisons l'Europe, si on n'arrive pas à aspirer ce partenariat, d'autres le font. Je crois que vous avez peut-être oublié aussi, par exemple, que les plus gros bailleurs actuellement des institutions internationales, je parle du FMI ou autre, c'est plus nous, c'est la Chine. Et que la règle du jeu va certainement être différente. Donc n'imaginons pas que nos valeurs de démocratie qu'on va essayer d'imposer en Afrique, alors que ce sont aussi nos entreprises et nos États qui ont créé ce système déséquilibré, va pouvoir se rééquilibrer à notre faveur. Le monde est un grand échiquier complexe, et le développement doit être une opportunité pour que tout le monde y trouve son compte. Soit on tire le débat vers le haut, et effectivement, on ose aborder des questions un peu dures, comme l'immigration, comme la différence, comme les flux de population. Et effectivement, c'est parfois un peu douloureux, mais ça mérite d'être posé. Soit on ne pose pas ce débat, et à un moment donné, on peut être en colère, mais le monde avance. Et nos amis du Sud, les pays émergents, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas les mêmes règles, même de répartition de recherche, même en fait d'envie de coopération, ou même de modalités de coopération. Donc, juste plaidons aussi un petit peu, dès lors qu'on parle de développement, de juste un peu de modestie. On a pu fonctionner pendant des décennies sur des schémas un petit peu déséquilibrés, carrément déséquilibrés parfois. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu une belle opportunité de se reposer des questions. Quand on aide, qui on aide? Et peut-être que tous ces grands accords qu'on est en train de négocier, ils sont aussi intéressants pour nous, si on le fait dans une logique équitable. Sinon, très clairement, on va avoir une règle qu'on nous impose, on ne sera pas les dominants, parce qu'on n'est plus les dominants. Voilà.